Eh oui, c'est encore moi pour vous parler d'un jeu de rôle. Récemment, j'étais en train de réfléchir à quel système j'avais envie d'utiliser pour ma prochaine grande campagne. Donc l'avantage, c'est qu'en ce moment, je maîtrise rien du tout. J'ai pas de partie à mon actif. Je ne suis que joueur. Je me laisse le temps de regarder des jeux que j'ai de côté. Je me laisse le temps de regarder des nouveaux jeux, etc., etc. Et étant donné que ma dernière grosse campagne, c'était sur du Shadow Dark, mon référentiel un petit peu pour essayer de trouver le système que j'avais envie de prendre, qui ressemble à Shadow Dark, mais qui permette de faire quelques trucs que Shadow Dark permet pas de faire, ou de faire différemment certaines choses que Shadow Dark fait. Bref, Shadow Dark, c'était mon référentiel. Donc je vous ai parlé de Tales of Argosa, je vous ai parlé de Kern, je vous ai parlé de différents jeux dans mes dernières vidéos. Et puis voyant que je faisais que tourner en rond, je me suis dit, je vais demander à mes joueurs de ma campagne de Shadow Dark, qu'est-ce qui leur plaisait un petit peu dans Shadow Dark, qu'est-ce qui leur plaisait moins, qu'est-ce qu'ils voudraient voir changer et tout. On a parlé, je vais pas vous expliquer nos revirements de situation. Au bout d'un moment, il y a un joueur qui me dit, ouais, un truc qu'on voulait souvent faire, mais qui n'était pas super bien couvert par Shadow Dark, c'est le fait de faire des manœuvres spéciales et tout. Donc je commençais à lister les différentes manières de faire ça. Est-ce qu'il faut des capacités particulières? Est-ce qu'il faut des ressources? Est-ce qu'il faut des machins, des trucs? Et l'idée du Doom Die est revenue. Et le Doom Die, ça vient d'un jeu qui s'appelle le Black Sword Hack. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais complètement oublié ce jeu, étant donné que j'ai trop de jeux de rôle. Hein. Pourtant, c'est un jeu dont on parle très très souvent. Je l'avais lu et ça m'avait plu à la lecture. Sauf qu'au moment où je l'avais lu, ce qu'il proposait, en fait, c'était pas ce que je recherchais. Donc j'avais complètement oublié ce jeu. Et je suis retourné voir le Doom Die après que le joueur m'en ait parlé. Et je me suis dit, attends, je pense que le Black Sword Hack fait exactement ce dont j'ai envie, notamment parce que dans ma tête, j'ai un petit peu une campagne qui se passerait à l'âge de pierre, qui me trotte un peu en tête. J'avais une autre idée de campagne, un peu à la The Witcher. Dans tous les cas, bon, c'est pas exactement pareil, mais on jouerait des personnages quand même relativement badass. La magie serait pas omniprésente et tout. Et finalement, je me dis, est-ce que c'est pas le Black Sword Hack la solution? Donc on va aller regarder ça. Au passage, bienvenue dans cette vidéo, c'est Hugo de la chaîne Le Bon MJ. En ce moment, je présente beaucoup de jeux de rôle, mais il n'y a pas que ça, on parle de plein de sujets autour du jeu de rôle, alors si tu découvres la chaîne, abonne-toi. Petite chose aussi avant qu'on entre dans le PDF du Black Sword Hack. En fait, là, j'ai la version anglaise, parce que je l'avais commandé il y a un moment, je l'avais lu et tout, j'y ai pas joué. On en a beaucoup parlé. Et en fait, il y a eu le financement en français, et moi, je l'ai raté le financement en français. Mais on peut encore le précommander chez les Merry Mushmen. D'ailleurs, si vous commandez un bouquin chez les Merry Mushmen, si vous décidez par exemple, après cette vidéo, de commander le Black Sword Hack en VF chez les Merry Mushmen, vous pouvez déjà le précommander. Si vous précommandez le bouquin plus le PDF, vous recevez tout de suite le PDF. Prenez aussi les magazines Nock, petit conseil comme ça. Allez, on va regarder du coup le Black Sword Hack. Donc on est sur la version française. Alors ce qui est drôle, c'est que je l'ai lu il y a longtemps. Là, je l'ai refeuilleté très vite fait juste avant de commencer à tourner cette vidéo. J'ai envie de le faire dans la foulée. Mais du coup, j'ai plus tout en tête. Donc, c'est un peu une redécouverte pour moi aussi. Donc, le Black Sword Hack version chaos ultime en français. La seule vérité est la lutte éternelle. Michael Moorcock, Elric le Nécromancien. Donc, on est sur de la Sword and Sorcery. Et on va voir que... Attendez, je vais jeter mon chewing-gum. Mon chewing-gum pour arrêter de fumer, là. Quelle hypocrisie. Alors que... C'est juste parce qu'il est tard et que j'en ai plus. Donc c'est un truc pour faire de la Sword and Sorcery, mais vous allez voir que c'est pas dans un canon trop précis de Sword and Sorcery. Alors moi, je suis pas né à l'époque où la Sword and Sorcery avait le vent en poupe. J'ai lu quelques trucs de Conan, j'ai lu des trucs à droite à gauche. Je connais des jeux comme Barbarians of Lemuria, comme Tales of Argosa dont on parlait il y a pas longtemps et tout. Donc je vois globalement ce que c'est la Sword and Sorcery, mais ça couvre quand même pas mal de réalités. On a de la Sword and Sorcery où il y a beaucoup plus un côté science-fiction qui s'invite, des trucs beaucoup plus un peu antiques, un peu péplum, enfin il y a plein de choses différentes. Je crois que ce jeu essaie de couvrir pas mal de possibilités, il n'est pas enfermé dans un canon. Donc je ne vous lis pas l'intro, il faut savoir que, globalement que l'idée c'est que ce soit un truc un peu dans l'esprit old school, hein, comme la plupart des jeux que je vous présente. Donc c'est pas un gros livre, comme vous le voyez, il y a 108 pages, mais c'est très dense, comme beaucoup de jeux old school également. Donc on est parti. Les règles, donc c'est un tour par tour, on fait des tours de table, on nous explique un petit peu. Je pars du principe que vous découvrez pas le jeu de rôle. Hein. Les tests d'attributs, donc on est sur du roll under, c'est-à-dire qu'on va avoir nos caractéristiques, à savoir la force, la dextérité, la constitution, etc., les classiques, qui vont être notés sur 20, et on va jeter un des 20, et on doit faire un résultat inférieur ou égal à notre attribut pour réussir le jet. Succès critique sur un 1, le résultat le plus bas. Échec critique sur un 20. Donc, on essaye de faire des résultats bas sur nos petits dés. Lorsqu'on fait un échec critique, on doit immédiatement jeter le dé du destin. Donc, on reviendra là-dessus après. C'est le fameux Doom Die dont je vous parlais tout à l'heure.
Niveau de menace. Quand on fait face à un adversaire, un truc en gros qui est plus fort que nous, on va lui attribuer un niveau en fait à ce truc. En général, c'est un ennemi. Mais là, vous voyez, on peut déjà s'imaginer une petite house rule si on veut, de se dire ah cet obstacle est un peu plus difficile, etc. Mais bref, on va rester sur les règles de base qui nous sont proposées. Quand on fait face à un adversaire, si son niveau est supérieur au nôtre, on soustrait son niveau à notre attribut avant de faire le jet. Donc admettons, je sais pas, moi j'ai 15 en force, je suis niveau 1. Mon adversaire est niveau 3. Eh bien, je vais avoir -2 à mon jet. Donc, je vais prendre mon 15 de force, je vais faire -2, j'arrive à 13 de force, et maintenant, je dois faire 13 ou moins, parce que l'adversité est plus forte. Donc, c'est du roll-under, mais qui s'adapte à qu'est-ce qu'on est en train d'affronter. Pour les tests de groupe, il faut que la moitié des personnages réussissent les jets. On a la mécanique de l'avantage-désavantage, donc je jette, si je suis avantagé 2d20, je garde le résultat qui m'arrange. Si je suis désavantagé, je jette 2d20, je garde le résultat qui me fait pas plaisir. À savoir que cet avantage-désavantage peut s'appliquer à tous les jets de dés. Donc ça peut aussi être sur les dés d'usage, donc on y reviendra juste après, sur mes dés de dégâts, etc. En gros, avantage-désavantage, ça veut dire on jette 2 dés, on garde le résultat qui nous arrange ou qui nous arrange pas. Dés d'usage, du coup, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais je vais zoomer vite fait pour rappeler vite fait ce que c'est. En gros, un dé d'usage, c'est un truc qui sert à traquer une ressource, un truc qui peut s'épuiser. Donc, admettons, je sais pas, j'ai un dé d'usage de richesse de D10. Et à chaque fois que j'achète un truc, je dois jeter mon dé d'usage de richesse, ok? Quand je vais faire un 1 ou un 2, mon dé d'usage, il va régresser. Donc, admettons, j'avais D10 richesse, je veux acheter un truc, je jette mon dé de richesse, je fais un 1, je passe à D8 richesse. Et petit à petit, je vais réduire mon dé d'usage jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé, que je puisse plus m'en servir. C'est ça le principe du dé d'usage. C'est un dé qui réduit de catégorie, qui rétrograde à force qu'on s'en serve. On a un exemple ici, tiens. Pendant la campagne, le MJ décide qu'un PNJ, un mercenaire, a une dette envers un des PJ qui lui a sauvé la vie. Le MJ décide de représenter cette dette par un dé d'usage 6. Qu'est-ce que cela signifie? Chaque fois que le PJ demande de l'aide à ce PNJ, il lance un dé 6. Sur un 1 ou un 2, le dé, il va régresser, il va passer au D4. Et si ensuite je jette mon D4 et que je fais un 1 ou un 2, bah, c'est complètement épuisé. Et donc du coup, une fois le dé épuisé, le mercenaire serait considéré comme n'étant plus endetté et il n'aidera plus le PJ à l'œil. Donc ça peut servir à plein de choses différentes. Les distances, eh bien, on a plusieurs manières. Si on a envie d'utiliser des mètres, ok, on peut s'en servir. Si on a envie d'utiliser des cases, ok, on a un truc. Si on a envie d'utiliser des trucs plus flous, genre adjacent, proche, distant, lointain, on peut aussi. Ok, maintenant on est sur le dé de destin, donc un des trucs au cœur de ce jeu. Pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est assez basique, c'est simple, c'est familier, c'est rapide à utiliser. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a des petites mécaniques là qui vont nous permettre de faire des dingueries. Donc le dé de destin, c'est un petit peu comme la luck dans Tales of Argosa dont on parlait il y a pas longtemps. C'est une sorte de ressource que tous les PJ vont avoir, qui va être un dé d'usage comme on l'expliquait plus tôt, et qui va permettre de faire différents trucs. En fait, à chaque fois qu'on va faire un truc un peu over the top, etc., on peut un peu négocier avec le MJ et tout, c'est notre dé de négociation pour faire des trucs. Et ben, quand on veut faire un truc over the top, alors on a des exemples de ce qu'on peut faire avec, et ben on jette le dé du destin, et puis potentiellement on va épuiser notre dé du destin. Donc ça limite notre capacité à faire des trucs de fou tout le temps, etc. Et il faudra se reposer pour récupérer notre dé du destin. Donc le dé du destin, c'est un dé d'usage qui commence à D6. On peut par exemple l'utiliser pour faire 2 fois la même action au cours d'un tour de combat. Puisque dans un tour de combat, on le verra juste après, on peut faire 2 actions. Genre par exemple se déplacer et taper, se déplacer et ramasser un objet et se cacher, enfin je sais pas, je dis des trucs au pif. Bon, admettons je veux me déplacer 2 fois, ou je veux taper 2 fois, en gros je veux faire 2 fois le même truc, je peux utiliser mon dé du destin pour faire ça. Il y a certaines capacités qui vont tout simplement utiliser mon dé du destin, tout simplement. Donc ça va permettre de limiter ma puissance, finalement. Ça j'aime bien, parce que je dois admettre que un des trucs, quand même, que j'ai un peu de mal, même avec Shadow Dark, même si j'adore Shadow Dark, tout ça, ça reste quand même la magie vancienne, quoi. Et le truc un petit peu au début de la journée, là, quand je me réveille, dans Shadow Dark, après avoir fait une bonne nuit de sommeil, bah, je récupère tous mes points de vie, tous mes sorts, tous mes machins, tous mes trucs. Et alors, il y a des règles optionnelles dans Shadow Dark pour, par exemple, dire que je récupère que un des 4 sorts ou un nombre limité de points de vie, tout ça, mais je sais pas. Je trouve que c'est cool d'avoir plus globalement un truc qui sert à gérer mon épuisement global. Et en fonction des trucs que j'essaie de faire, c'est la même ressource qu'on dépense, quoi. Comme ça, on doit se reposer un peu plus fréquemment. J'aime bien dans l'idée. Et puis aussi, ça donne une certaine liberté, cette mécanique. Finalement, aussi, le moment où on jettera un dé du destin, malgré nous, c'est quand on fait un échec critique, on doit jeter le dé du destin. Donc ça veut dire que on peut se faire surprendre.
Ça, c'est quelque chose qui me manquait, moi, dans ma... J'avais un peu essayé de récupérer cette mécanique, en fait, pour l'insérer dans mon Shadow Dark, et j'avais juste oublié cette petite ligne qui change tout. Quand je fais un échec critique, je jette mon dé du destin. Et ça fait la différence. Parce qu'en fait, sinon, ce qui se passe, en réalité, la plupart du temps, c'est que vos PJ, ils vont pas prendre trop le risque de se servir de leur dé du destin, ou tout du moins, ils vont l'utiliser jusqu'à être à la limite qui va faire que c'est pas dangereux, en fait. En fait, si le dé du destin il est à D4 et que vous en servez plus, il se passe rien. Donc il faut aussi qu'il y ait des éléments extérieurs qui puissent vous forcer à acheter ce dé du destin, pour qu'il y ait toujours un petit peu un risque. Parce que effectivement, quand on a complètement épuisé son dé du destin, ce qui se passe, c'est que jusqu'à ce qu'on arrive à faire remonter notre dé du destin à D4, en tout cas qu'il ne soit pas complètement épuisé, eh bien, on va avoir des désavantages, etc. pour tous nos jets de dés, en fait. Et on ne pourra plus non plus utiliser nos capacités, évidemment, qui nécessitaient le jet de dé du destin. Donc, en fait, ça s'appelle dé du destin, globalement, peut-être parce que ça couvre pas mal de choses différentes, mais ça peut, entre autres, représenter votre fatigue. À la fin de la journée, si vous avez 0 à votre dé du destin, vous commencez à galérer. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette mécanique, ce qui est assez cool, c'est que ça permet aussi de faire en sorte, au travers de péripéties, d'épuiser un petit peu vos PJ, quoi. S'ils arrivent à destination et que leur dé du destin est à 0, il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter. On peut aussi tenter le destin pour tout simplement jeter son dé du destin et soustraire le résultat qu'il fait à un test d'attribut. Donc si je reprends mon personnage avec 15 de force, je jette un D6, donc mon dé du destin, hop, là j'ai fait 3, eh bien je peux plus facilement faire mon jet en fait. Dans ce cas-là, le dé du destin est automatiquement rétrogradé. Donc vous avez suffisamment entendu le dé du destin, mais je suis désolé, c'est pas fini. Donc là, c'était globalement, je pense que vous avez compris, c'est vraiment une mécanique au cœur du truc. Donc maintenant, pour le combat, etc., bon, je vais pas passer sur l'initiative et tout, j'essaie de pas faire trop long. C'est toujours vous qui allez jeter les dés, que ce soit pour vous défendre ou pour attaquer, en roll under, hein, toujours. On dit souvent, c'est mieux que ce soit toujours les PJ qui jettent les dés. C'est vrai, mais des fois, ça fait gagner du temps que ce soit le MJ qui fasse jeter des dés. Si j'attaque un PJ avec un monstre, je dois lui dire « Ok, fais ton jet de défense. » Attendre son résultat, lui donner les dégâts. Alors que si je sais que c'est mon tour et que le monstre peut attaquer, bam, je jette le dé et je lui donne tout de suite les dégâts, ça peut aller plus vite. D'un autre côté, bon, au moins ça met les choses au clair, il n'y a pas de jet caché derrière l'écran. Le truc, c'est que moi, de base, je jette pas vraiment derrière l'écran, enfin, je traficote pas et tout. Donc parfois, finalement, ça me fait presque gagner du temps, que ce soit moi qui jette direct les dés d'attaque du monstre et de dégâts. D'un autre côté, dans la plupart des jeux, quand j'attaque avec le monstre, j'ai besoin de savoir la classe d'armure du PJ. Donc finalement, ça fait quand même des petits allers-retours de conversation dans tous les cas. Donc voilà, je suis en train de pinailler. J'avais dit que je prenais pas de temps et je suis déjà en train de pinailler sur des détails de merde. Donc en gros, quand vous allez attaquer et quand vous allez vous défendre, c'est toujours vous qui allez jeter les dés. Votre jet de dés pour vous défendre, attaquer, il peut être modifié par la menace, comme on le disait plus tôt. Donc même si c'est du roll under, il n'y a pas que vos caractéristiques qui entrent en compte. Pour ce qui est des dégâts, de base, peu importe l'arme dont vous vous servez, etc., vous faites 1 des 6 de dégâts. Si vous battez sans arme, c'est 1 des 4 de dégâts. Si vous battez avec une arme à 2 mains, vous jetez 2 des... Enfin, c'est 1 des 6 de dégâts toujours, mais avec avantage. Donc vous jetez 2 des 6 et vous gardez le meilleur. Donc les dégâts sont relativement simples. Ça permet de ne pas avoir à retenir plein d'armes différentes, etc. Après, ça peut enlever un petit peu de profondeur, mais honnêtement, c'est le genre de règle la plus simple à modifier du monde. L'armure réduit les dégâts, qui peuvent donc être réduits à 0. Les boucliers donnent des bonus au test pour parer. Sur un échec critique, ils sont brisés. Donc les armes à 2 mains, on le disait plus tôt. Ici, on a plusieurs effets d'attaque si on utilise le Doom Die. Donc, par exemple, au lieu de faire une attaque simple, je peux dire « Ok, j'essaie d'infliger un coup cruel. » Eh bien, dans ces cas-là, je vais faire des dégâts continus, genre... une hémorragie à mon adversaire. Je peux faire une attaque forcenée. Je peux essayer d'immobiliser, etc. Ça, c'est très cool. Ça, c'est vraiment très cool parce que les joueurs, ils veulent tout le temps faire des trucs comme ça. Et là, on a... c'est géré de manière très, très simple. Et on a plein de petites options. Alors, j'avais remarqué un truc dans la version anglaise. Je sais pas si ça a changé en français. Il y a un truc brisé. Ça, je trouve ça bizarre. Si quelqu'un peut m'expliquer. Il y a la possibilité de décider d'essayer de briser l'arme de son adversaire. OK. Et il y a désarmer. Et en fait, si je désarme mon adversaire, ça fait que je lui inflige pas de dégâts, mais il est désarmé. Donc, j'inflige plus de dégâts, l'arme du mec est par terre, il peut encore la ramasser. Brisé, j'inflige toujours mes dégâts apparemment, mais en plus, je pète son arme, donc il peut même pas la ramasser après. Donc, brisé a l'air 100% plus fort que désarmé. Alors, bon, potentiellement, je peux avoir envie de ramasser son arme. C'est le seul truc où je me dis que désarmé serait mieux que brisé, mais sinon, brisé, ça a juste l'air beaucoup plus fort. Ceux qui ont commencé à jouer et tout, dites-moi ce que vous en pensez. Dommage continu. Donc là, on nous explique... que par exemple, vous voyez, dés d'usage pour de l'acide, du feu, etc., il y aurait des 4 points de dégâts à chaque tour jusqu'à ce que le dé se dégrade. Donc par exemple, si je fais
mon attaque cruelle là, et que je fais saigner le mec, et ben à chaque tour il va perdre des 4 points de vie parce que je l'aurais fait saigner. Points de vie. Lorsque les points de vie d'un PJ arrivent à 0, d'un PNJ arrive à 0, pardon, oh là là, il meurt. À 0 point de vie, un personnage, quant à lui, mord la poussière. Une fois que le combat est terminé, ou le personnage mis en sécurité, le joueur lance un D6. Et là, il y a différentes possibilités. Donc, il y a une chance sur 6 qu'il soit tué instant. Il peut avoir une blessure importante ou des trucs plus ou moins graves. Donc, c'est assez cool. Le jeu n'est pas non plus trop mortel, mais quand même, il y a une menace. Donc, on joue des héros, mais il y a une menace bien réelle. J'aime bien. Ça me semble à peu près cool comme ça, sans l'avoir testé. Récupération. Ça, j'aime beaucoup. On peut faire un repos court une seule fois par jour. Donc ça, c'est un petit côté Sword and Sorcery. Par exemple, dans Shadow Dark, vous n'avez pas de repos court du tout. Donc parfois, il y a ce côté un petit peu... Ah, on fait un combat qui tourne vraiment pas bien. Bon, bah on va tout de suite se reposer. Donc des fois, ça peut créer une dynamique un petit peu particulière. Là, le repos court, voilà, il va nous faire regagner un nombre de points de vie égal à la moitié de notre score de constitution. Donc on va partir du principe que ça va être, allez, je sais pas, en moyenne 6 points de vie. Ça dure 1 heure quand même, donc c'est pas rien. On peut pas le faire instant. Donc si on est dans le feu de l'action, on peut pas se reposer comme ça. Et on peut le faire qu'une fois par jour, donc c'est une limite intéressante. Le repos long, lui, il nous rend tout. Donc ça, c'est déjà un petit peu... voilà. Si on veut un truc un peu plus gritty, là, on est déjà dans de la sorcerie badass, quoi. On part du principe que vous dormez 6 heures, c'est bon, vous regagnez tous vos points de vie. De base. Encore une fois, vous pouvez modifier et tout. Si vous voulez jouer une sorcerie peut-être un petit peu plus sombre, il y a peut-être quelque chose à jouer du côté de... Ici, des points de vie... Enfin, après, on a le meurtri, vous voyez, on peut perdre définitivement quand même des caracs. On peut s'imaginer un petit truc de coup critique et tout. Parce que, pour rappel, les PV, ça ne représente pas forcément l'intégrité physique du personnage. C'est aussi son endurance, il esquive les coups, il s'essouffle et tout. Mais voilà, ça, les repos longs nous permettent vraiment de nous remettre sur pied. Et on récupère également notre dé du destin restauré à son maximum. Certains talents et dons peuvent nécessiter un repos long pour être réutilisés. Ceci est précisé dans leur description. La définition précise d'un environnement sûr. Alors oui, c'est vrai que le repos long ne peut être pris que dans des environnements sûrs. C'est vrai que j'avais oublié ça. Il faut un minimum de confort et de sécurité. En pleine nature ne permet jamais d'obtenir les avantages d'un repos long. Ah, j'avais pas lu ça. Donc en fait, si vous êtes dans la pampa, bah le soir, quand vous campez et tout ce que vous gagnez, c'est la capacité de récupérer le repos court si vous l'aviez déjà utilisé. Donc en fait ça, j'aime bien. Exemple de combat, ok, combat, paf, paf, paf. Je passe l'exemple. Création de personnage. Comment que ça se passe? Ok, c'est pas 3d6, down the line. Donc en fait, vous aurez des caractéristiques comprises entre 8 et 13, et probablement plutôt comprises entre 10 et 11. Donc a priori, on aura sûrement à peu près les mêmes caractéristiques de manière standard, mais on va voir que ça change ensuite. Donc on tire aléatoirement nos caractéristiques, quoi qu'il en soit. On a très peu de chances d'avoir la pire carac et très peu de chances d'avoir la meilleure carac. Alors, il y a des gens qui adorent ce genre d'illustration. Moi, j'avoue que je suis moins sensible à ça, mais il y a d'autres illustrations que j'aime bien. Voilà. Donc on choisit si on est barbare, civilisé ou décadent. Voilà, c'est simple. Ensuite, on peut tirer. Donc, c'est vraiment les tropes de Sword and Sorcery. Ensuite, on peut tirer dans quelles circonstances on est né pour ajouter un petit détail, un petit truc pour créer rapidement le perso. Et on nous dit bien que l'origine d'un personnage est destinée à stimuler l'imaginaire et non pas à transformer notre personnage en un cliché. Donc, c'est une bonne chose à savoir. Donc, il y a des trucs rigolos, hein. Par exemple, dans les décadents, dans les champs de pavots du plus grand sorcier de la cour. Je suis né. C'est dur, hein. Dans les quartiers des esclaves du palais de l'impératrice. Dans un asile au cœur de la cité interdite. Ça donne des idées. Donc ça, ces trucs aléatoires-là, c'est si vous voulez jouer, par exemple, très en émergence, le jeu a plein de choses, on verra après qu'il vous propose de faire ça. Si vous avez votre propre setting, vos propres trucs, vous pouvez adapter, par exemple, votre liste d'origine ou juste en discuter avec les joueurs, mais ça vous permet de créer rapidement un truc dans un univers un peu flou qu'on découvre en jouant ou pour au début d'un one-shot, juste teinter le personnage. Donc c'est toujours excellent, ça. Ça peut même vous inspirer, en fait, tout simplement, en tant que MJ, pour réfléchir à des trucs. Les historiques. Donc les historiques, c'est là que on va un petit peu plus personnaliser le gaillard ou la gaillarde. En fait, on va en choisir 3. Chaque historique va nous donner un point de carac plus une capacité spéciale. Donc, ça va nous permettre de nous spécialiser, entre guillemets, et de creuser un peu plus l'écart entre nos personnages après avoir tiré aléatoirement nos attributs pour qu'on soit pas tous pareils. Il y a certains historiques qui sont uniques. On ne peut avoir qu'un truc unique, c'est-à-dire que je peux pas avoir Berserk qui est unique plus Assassin qui est unique. En fonction de l'origine qu'on a choisie, voilà, on peut pas choisir tous les historiques. Enfin bref, je vous fais pas les détails. On va regarder 2-3 historiques pour se faire une idée de ce que c'est. Par exemple, j'ai envie d'être herboriste. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je pourrais créer D6 baume de soins qui restaure D6 points de vie plus mon niveau, dose de drogue hallucinogène ou de poison. J'ai besoin d'un repos long en pleine nature pour reconstituer ce stock. Et ça me donne aussi plus 1 d'intelligence. Très cool.
Donc, si vous voulez vous servir de cette base, parce que souvent, moi, c'est comme ça que je pense pas que au jeu et à ce qu'il essaye de faire, même si souvent, la première chose à laquelle doit servir un jeu, c'est de faire ce qu'il propose de faire. Mais moi, je me dis, voilà, j'ai envie de jouer mon truc dans l'âge de pierre, il y aura pas gamin des rues, vous voyez. Il sera pas possible de prendre gamin des rues, ni légionnaire, a priori, ni rat de bibliothèque. Il y a des trucs qu'on pourra prendre, etc. En fonction du setting et tout, je pourrais faire différentes combinaisons de ça. Au final, on en a quand même pas mal, hein. Je vais les compter vite fait. Donc comme ça, au pifomètre, j'ai cru en compter 26. Donc ça permet quand même pas mal de combinaisons différentes. Ça peut vous inspirer pour en inventer d'autres aussi. Donc ça permet déjà de faire des personnages variés. Et juste aussi, grâce au fait qu'il y en ait quand même une certaine quantité, de voir à peu près ce qu'on essaye de faire avec ces historiques et de pouvoir, au besoin, créer les vôtres, etc. Ce que j'ai dans l'idée, puisque je veux faire jouer un truc dans l'âge de pierre. Je vais sûrement discriminer certains qu'il n'y aura pas et tout. Surtout que moi, je crée le setting, donc il y a des trucs qui vont vraiment pas coller. Ensuite, dernière touche, donc nos points de vie qui sont égaux à notre constitution. Le dé du destin qui commence à D6, équipement de départ, etc. etc. Ok, l'équipement. Donc l'équipement, ça va être plutôt simple, hein, puisqu'on a dit que toutes les armes, de base, font D6 de dégâts, sauf les armes à deux mains qui font 2D6. Il n'y aura pas plein de stats différentes et tout. Ce sera à vous de voir si vous voulez qu'il y ait des armes plus fortes, moins fortes, modifier des petits trucs à droite, à gauche. Donc ici, on a un coût de la vie. Donc en gros, nos personnages perdent de l'or entre chaque aventure, parce qu'on se concentre sur l'action et l'aventure dans les jeux de Sword and Sorcery normalement, donc ça sert à correspondre à ce trope-là. Donc ils perdent de l'or automatiquement. Si on ne veut pas perdre cet or, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on aura accepté un travail. Et là, on peut générer le travail qu'on a accepté pendant l'ellipse. Et du coup, ça nous permet de soit générer plus ou moins notre prochaine mission, soit raconter un truc qui s'est passé, faire apparaître un nouveau PNJ et tout. Donc c'est très très cool, hein. Franchement, ça c'est vraiment excellent comme table. Cette illustration-là, par exemple, je l'aime bien. Elle a de la gueule. De toute façon, à partir du moment où il y a plein d'armes et tout, moi je suis content. Donc là, on a les prix des différentes choses. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des prix variables. Ça permet de pas avoir un truc très mathématique. Le truc, c'est que si vos PJ ils veulent acheter des trucs en dehors des sessions, bon voilà, c'est soit vous leur faites confiance, soit vous êtes obligé d'être là. Tout dépend du niveau de confiance dans votre partie. Mais en fait, je pense que l'équipement, voilà, c'est pas le cœur du jeu, clairement. Je crois pas qu'il y ait de notion d'encombrement, par exemple. Donc l'équipement est peut-être pas au cœur de la mécanique par rapport à Shadow Dark ou Kern ou Nave, etc., d'autres jeux dont j'ai pu vous parler. Par contre, ce qui est sympa, c'est que quand on va au magasin, entre guillemets, pour acheter un truc qui nous manque, on sait pas à quelle sauce on va être mangé, quel prix on va être mangé. J'aime bien cette idée. Ça peut raconter une histoire, ça peut raconter l'histoire d'une petite pénurie où on peut se dire « Wow, l'enfoiré, il a fait 6, du coup mes bottes, elles coûtent 60 pièces d'or, ça va pas se passer comme ça », et on commence à faire peut-être une petite scène, on ne sait pas. Ici, on a des poisons et drogues, très cool, sans se prendre la tête, on a plusieurs effets différents. Ici, on a des armes, donc encore une fois, il n'y a pas beaucoup de stats. Alors un truc qui est un peu étrange, c'est que toutes les armes à deux mains font 2d6 de dégâts, et du coup, ça fait que tous les arcs, en fait, finalement, automatiquement, font plus de dégâts que... Par exemple, un arc fait plus de dégâts qu'un marteau de guerre, vous voyez. Ça, je trouve que c'est un peu bizarre. Je sais pas, dans ma tête, ça sonne faux. Mais bon, c'est un détail. Armure et bouclier, du coup, on avait dit, les armures, les boucliers, etc., réduisent les dégâts. Attendez, ce truc qui sonne faux, là, que je viens de vous dire, j'ai envie d'aller voir en combat s'il y a quoi que ce soit de particulier par rapport aux attaques à distance. Avec une arme à distance, on fait un jet de dex, on inflige des dégâts... Réussite critique. Ouais, non, a priori, les armes à distance... Enfin, en fait, l'arc fera plus de dégâts qu'une arme à une main. Bon, peu importe. On avance. Expérience, c'est pas compliqué. On gagne de l'XP après chaque aventure. Alors ça, c'est rigolo. Chaque fois qu'un personnage survit à une aventure, sa vie s'enrichit d'une histoire. Il suffit de noter le nom de l'aventure sur votre feuille de personnage ou d'en inventer un. Les personnages gagnent un niveau lorsqu'ils ont un nombre d'histoires égal à leur niveau actuel. Voilà, ça c'est très Sword and Sorcery, un peu les sagas avec plusieurs épisodes. À chaque niveau, en général, voilà, on va gagner plus un attribut, jusqu'à un maximum de 18, plus un PV. Donc plus un PV à chaque niveau. Et on obtient un don sur les niveaux impairs. Très bien. Voilà les dons. Chaque don ne peut être pris qu'une seule fois. Les dons peuvent provenir des puissances, de la balance, du chaos ou de la loi. Il se peut qu'un jour, ces choix affectent votre personnage. Donc ça, c'est si on joue avec d'autres mécaniques sur la balance du chaos et tout. Donc, par exemple, on a Heureux Hasard. Une fois par session, ignorez tous les dégâts infligés par une attaque, mais au prix d'une de vos armes. Ou alors l'énigme de l'acier. Une de vos armes inflige maintenant D12 dégâts, mais si vous obtenez un 1 sur votre dé de dégâts, elle se brise. Donc des petites mécaniques en plus. En fait, c'est ça qui est rigolo. Il y a plein de petites mécaniques, plus ou moins optionnelles, qui viennent plus ou moins se cumuler, dont je vous ferai pas tout le détail, mais au-delà du système de base, qui déjà est très simple et permet beaucoup de choses, je trouve que une des forces
de ce jeu, c'est tous ces petits trucs-là, un peu optionnels. En fonction du genre de l'univers dans lequel vous jouez, vous allez les mettre, pas les mettre. Par exemple, les savoirs interdits. Donc là, c'est plutôt des trucs pour utiliser des pouvoirs démoniaques. Donc je vous passe un peu les détails, mais à chaque fois, il peut y avoir une petite utilisation un petit peu différente. Donc là, ça se base sur le dé du destin. On invoque des démons et on leur demande des services. Potentiellement, ils vont se venger. On a une table pour où trouver des démons, etc. Donc c'est très thématique et ça tient sur 2 pages. Les esprits. Pareil, on peut avoir à notre service des esprits. On nous donne des petites inspirations sur quel genre de service pourrait nous rendre les esprits. Très cool aussi. La sorcellerie, plus classique. Si vous avez envie d'avoir quelqu'un qui a des sortilèges assez précis, eh ben, on a quand même 50 sorts, je crois, puisque c'est un dessin, une cinquantaine de sorts. Il n'y a peut-être pas 50 sorts, 88, 89, 90. Vous avez une paire de sorts avec des effets précis. Si vous voulez jouer vraiment un magicien à côté arcanique, vous voyez, ça collerait plus à un peu mon délire Witcher. Vous voyez, si j'ai envie à un moment de faire un truc comme ça, et qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment jouer un sorcier, je lui proposerais plutôt ça. Si j'ai envie, là, dans mon truc de l'âge de pierre dont on parlait, d'insérer de la magie des esprits, ça cochera peut-être plus les cases, vous voyez. On va pas souvent faire de la magie, mais on va faire des rituels pour faire appel à des esprits. Donc, c'est cool. Derrière, on a les héritages féeriques. Mais si moi, j'ai envie de faire un truc, plus, je sais pas, dans une ambiance un peu arthurienne, etc., je pourrais peut-être aller piquer des petits trucs là-dedans, vous voyez. Et tout ça, c'est autant de sources d'inspiration qui, en fait, finalement, je vais pouvoir croiser si j'ai vraiment envie de créer mon propre truc. Je ne cesse de le répéter, je vais arrêter. Ensuite, on a les sciences étranges, donc fabriquer des merveilles, etc. Si on est plutôt dans la SF maintenant. Donc à chaque fois, on a des exemples de quoi déjà bien s'occuper. Les armes runiques. L'arme runique peut parler à son porteur par télépathie. L'arme inflige des dégâts égaux à l'un des attributs du porteur. Waouh, c'est super puissant. Ok, on arrive sur le bestiaire. Donc comme on l'avait dit, on fait des jets pour éviter les dégâts. C'est le PJ qui jette les dés. Et nous, en tant que MJ, on va pas faire de jet de dégâts. Nos dégâts sont fixes, réduits par l'armure éventuelle du PJ. Donc ça, c'est cool aussi. C'est assez prédictible. Alors, c'est cool. Est-ce que c'est cool que ce soit prédictible? Moi, j'aime bien des fois qu'il y ait des grosses surprises. Vous voyez, d'un seul coup, bam, je prends un pic de dégâts, ça surprend tout le monde. C'est la tragédie. Donc pareil, que moi, je mettrais des dégâts un peu plus volatiles. Je ne sais pas trop, honnêtement. Un jet de défense raté signifie que le personnage subit des dégâts. Un échec critique signifie que l'armure du personnage est ignorée. Ok. Moi, j'aime bien des fois quand c'est un peu plus volatile, mais au moins, ça permet de garder vraiment des profils extrêmement simples. On peut créer des monstres à la volée, la base du monstre, on va dire, vraiment facilement. Comme ça, on se trompe pas trop mécaniquement avec ce truc. Et ensuite, voilà, on nous dit, les monstres, il faut qu'ils soient uniques. Il peut avoir des vulnérabilités, des résistances, des trucs. Mais ce qui est important, c'est aussi de donner une capacité un peu unique. Ah bah voilà, là, on a des capacités un peu uniques. Ça, c'est cool. On a quand même pas mal de petits monstres, avec leurs petits machins. Le soudard, le capitaine, l'archer, le paysan en colère. On a plusieurs profils comme ça. Non, c'est très très cool. C'est très très cool. Il y a suffisamment de monstres. On ait suffisamment d'inspiration pour pouvoir créer les nôtres. Des fois, il y a des jeux où ils disent créez vos monstres, partez de ces principes-là, mais il n'y en a pas assez des monstres. Ici, on a du loot aléatoire, ça c'est cool. Donc il n'y en a pas 15 000, mais bon, ça fait le taf. C'est pas un jeu où on essaye de... Alors, une de nos vocations, c'est de récupérer des trésors, mais il n'y a vraiment pas grand-chose en termes de gestion d'équipement, encore une fois. C'est pas très précis la valeur des équipements, tout ça. Ça fait pas partie du focus du jeu. Créer votre monde. Ok, donc là, c'est très très cool. On a un truc pour créer un monde aléatoirement, rapidement. Donc on a la lutte entre le chaos et la loi. Classique trope de Sword and Sorcery qui a donné les alignements de base de Donjons et Dragons au tout début, je crois. On a un truc pour créer une map typique de Sword and Sorcery avec tous les lieux iconiques, des événements à venir, genre catastrophes et tout, des pistes d'aventure pour chacun des lieux iconiques, genre la cité interdite, 6 pistes d'aventure. Donc ça, c'est des trucs pour commencer à réfléchir ou pour in media res, en full impro, commencer à jouer. Donc ça peut servir à de l'inspi. Bon, encore une fois, tout ça, c'est des ressources. Moi, ça va pas trop me servir dans la campagne que j'ai envie de faire là. Je cherchais plus un système à mettre à mon service, mais ça reste excellent. L'Empire de la Poussière, la théocratie, c'est des trucs vachement évocateurs. Tenez, on va en lire un. L'Empire de la Poussière. Dans quel type de désert se trouve-t-il? Donc on nous propose des questions auxquelles répondre. De la cendre, du sable, du sel, des roches. Est-il à bout de souffle ou avide de conquête? Une petite aventure aléatoire, la 4. Un des derniers dragons est emprisonné sous la capitale de l'Empire et aspire à la liberté. Ça, c'est quand même cool comme prompt. C'est un début de campagne, ça. Non, ça, c'est vraiment excellent. La balance dans tout ça, il me semble... Alors, je sais plus où c'est. Ah, ça vient encore après. On le verra à la fin. En fait, il me semble qu'il y a un truc... Ah, je spoil pas, on continue. Mais j'ai un souvenir de lecture. Ensuite, on a un truc pour créer une cité. Très stylé, cette illustration avec le genre de grosse statue là au fond. Je kiffe. Naissance d'une ville. Donc là, on a le nom, des PNJ, des factions, des lieux. Donc c'est plutôt des conseils. La ville est connue pour, paf, des trucs
vraiment iconiques de la ville. Donc là, c'est vraiment des conseils de création, mais au final, on n'a qu'une table. Mais au moins, votre ville, elle est unique. Par exemple, s'il y a une tempête qui l'entoure, elle la protège de toute forme de sorcellerie. Ça rend la ville unique, hein, instantanément. Elle est entièrement souterraine, éclairée par un petit soleil artificiel. Voilà, c'est stylé. Récit de voyageur. Quelle est la durée du voyage ? Que se passe-t-il pendant le voyage ? Ok, ça c'est pour faire des ellipses de voyage, pour pas jouer les voyages. Les outils suivants sont destinés à donner du piment au déplacement des PJ. Évitez de les traiter comme des ellipses. Chaque voyage peut conduire les PJ vers une destination inattendue. Laissez ces événements bousculer les plans qu'avaient vos joueurs en tête. Ah non, c'est pas pour des ellipses, je dis n'importe quoi. Donc ça c'est pour faire... Ok, c'est pour faire des événements aléatoires en fait. Très bien. Des navires dans la mer. Oh, il y a un truc pour faire des batailles de frégates volantes et de bateaux et tout. Très cool ça. J'avais complètement oublié. Une aventure, sombre secret. Donc là on a une petite aventure. Je passe. On a 2 petites aventures. Peut-être que je testerai ces petites aventures vite fait pour me faire une idée plus précise avant de partir en mode c'est avec ça que je vais jouer ma campagne. Appendice. Ok, des petits conseils pour le MJ. Conseils des grands anciens. Donc là, c'est plutôt des conseils vraiment liés au canon de la sorcellerie. De la sword and sorcery. C'est toujours Ah non, pas seulement. En fait, c'est des citations d'auteurs de Sword and Sorcery, mais c'est des conseils de jeu de rôle, et pas seulement pour la Sword and Sorcery. Du genre, laissez toujours les joueurs aller jusqu'au bout de leurs plans les plus fous. Certains pourraient être couronnés de succès. Black Sword Hack pour les aventuriers solitaires. Donc ok, on a un petit mode solo. Ça peut être un autre moyen de tester vite fait, mais bon, je pense pas que je ferais ça. Une petite biographie de Sword and Sorcery. Des romans de Sword and Sorcery commencent à s'en servir pour générer des scénarios. Trouvez un roman ou une nouvelle que vous aimez. Ouvrez le livre au hasard et touchez la page avec votre doigt. Notez le premier nom et prénom que vous rencontrez. Passez à une autre page au hasard et trouvez un verbe, etc., pour faire un titre de saga. Ça fait un peu penser à ce qu'il y avait dans Barbarians of Lemuria, justement, ça. C'est quoi, ça? C'est des fausses couvertures de Sword and Sorcery? Ou c'est des vrais trucs? Ongien Plamen. Je vais regarder, tiens. Apparemment, c'est un illustrateur, en fait. Je ne connaissais pas. L'oracle des dieux sombres. Quand utiliser l'oracle? Ok, donc là, on a un petit oracle pour improviser. Et on a le dé d'usage cosmique. Voilà, c'est ça dont je voulais parler plus tôt, mais je savais plus si je l'avais inventé ou si je l'avais bien lu quelque part. En gros, on a un truc pour, au fur et à mesure de la campagne, faire évoluer un dé d'usage qui peut pencher vers le chaos et pencher vers l'ordre pour toujours dynamiser un petit peu, toujours sur cet axiome, l'ordre versus le chaos, le monde dans lequel on joue en fait. On a un oracle pour savoir ce que font les PNJ combattants. Ok. Le monde d'Evelyn. Ce monde a été construit par Evelyn Moreau et partagé par son blog après la sortie de la première édition de Black Sword Hack. Nous avons pensé qu'il s'agirait d'un excellent exemple dont vous pourriez vous inspirer, d'autant plus qu'elle ne suit pas la procédure officielle. Donc là, c'est un petit monde de Sword and Sorcery créé par quelqu'un. Un générateur de créatures impossibles. Ok. Bon, à la fin, c'est plein de petits outils un peu random, mais c'est rigolo. En fait, ça fait un peu penser à la ligne éditoriale de Nock, etc., quoi. Dimensions étranges. Où mène ce portail? Sur la lune d'un autre monde ou une civilisation insectoïde? De quoi avez-vous besoin pour revenir? Une arme runique, tenue par un champion de la balance. Des noms classés par origine. Et finalement, notre fiche de personnage. Un glossaire. On a fait le tour. Donc voilà, c'est un jeu qui a plein de ressources. Je pense que la base est très très cool pour mon style de jeu. Je pense que ça... c'est un tout petit peu plus crunchy que Kern. Kern, pour l'avoir testé là, je trouve presque que c'est trop léger. En fait, Kern, c'est parfait pour un jeu qui se focus uniquement sur l'exploration, mais le combat est pas hyper intéressant et tout. Mythic Bastion Land, dont j'avais aussi parlé dans la vidéo sur Kern, c'est déjà un peu plus intéressant, mais c'est plus... le combat, on a plus l'impression que c'est un mini-jeu. Je sais pas comment dire. Là, j'ai le sentiment qu'en gros, c'est simple. On a des petites capas un peu rigolotes à droite à gauche pour personnaliser notre Gugus, pour pas avoir l'impression de jouer tous le même perso. Enfin voilà, ça se matérialise un petit peu dans le jeu quand même. Les différences entre nos personnages par des petits bidouillages à gauche à droite. Et le Doom Die, en fait, ça peut donner une profondeur tactique au combat. Alors il s'épuise quand même relativement vite, j'ai l'impression. Mais voilà, on peut quand même tenter un peu des trucs. Et des trucs qui sont vraiment... qui restent codifiés. Donc il y a moins besoin en permanence d'arbitrer les petites manœuvres de combat. Voilà. C'est ça le principal avantage que je lui trouve fondamentalement pour ce que je recherche. Qui ne consiste pas à jouer spécifiquement de la Sword and Sorcery. Et après, il y a tous les petits pouvoirs, les petits bidules là. Et ça, par contre, c'est cool. Ça, par contre, je vais pouvoir m'amuser à aller piocher là-dedans pour dire, ok, vous explorez telle ruine. Moi, j'aime bien créer une grande map avec plein de trucs à découvrir et tout. Et que, en fait, je sais pas, tous ces trucs de démons, d'esprit qu'on peut avoir, ce petit sort, etc., je vais les cacher à droite à gauche et ça va être des trucs que les PJ vont pouvoir trouver ou apprendre de quelqu'un, etc. Et c'est vraiment plein de petites règles, de petites capacités
à grappiller partout, qui vont nous donner envie d'explorer, entre guillemets, pour les débloquer, quoi, ces trucs. Et ou tout simplement, à un moment donné, on a envie de faire progresser notre personnage, on va pouvoir récupérer des trucs comme ça et aussi avoir l'impression que notre personnage a une évolution mécanique un petit peu plus précise, encore une fois, que dans Kern. Dans Kern, notre personnage peut évoluer, mais en y réfléchissant, je me rends compte qu'il y a quand même eu des combats, par exemple, dans la Shadow March avec Shadow Dark, où ce qui a fait que le combat, il était palpitant, c'était pas juste le fait de faire des descriptions, vous voyez. C'est qu'il y a quand même eu, même si c'est très léger, ces petites capacités, ces petites mécaniques qui ont été utilisées. Par exemple, il y a pas longtemps, du coup, j'ai fait jouer une partie de Kern. À la fin du combat, on avait quand même le sentiment que on jetait juste en boucle nos dés de dégâts pour voir ce qui se passe. Donc au bout d'un moment, on a un peu la flemme de décrire. Et lorsqu'on essaie de faire une action un peu particulière et tout, c'est toujours à moi d'essayer de contenter le joueur, quoi. Si je lui dis, ok, en fait, c'est juste esthétique ce que t'as fait, jette ton dé de dégâts comme d'habitude. Et en même temps, si je dois à chaque fois inventer l'effet et tout, je pense que j'aurais été vite fatigué, j'aurais eu l'impression que c'est moi qui décide de tout. Et j'aime bien avoir des petites mécaniques pour me décharger de ça. Donc, Kern, je pense pas que ce soit le truc qu'il me faut pour une longue campagne. Le Black Sword Hack est déjà un peu plus proche de ce qu'il me faut. Voilà, vous vous en foutez. Vous étiez là pour découvrir le Black Sword Hack. Mais si vous suivez toutes les vidéos dans l'ordre, un peu comme une histoire de moi et en train de réfléchir à mon putain de jeu de rôle, maintenant j'hésite un petit peu entre le Black Sword Hack et tester Tales of Argosa. Mais Tales of Argosa, c'est beaucoup plus velu mécaniquement. Ça fera moins l'unanimité en fait. Parce que globalement, je pense que la plupart des gens qui signeraient pour une de mes campagnes s'attendraient à un certain minimalisme et à un certain côté un peu freeform. Bon, je me laisse encore le temps de la réflexion, mais en tout cas, bref, j'en ai terminé avec le Black Sword Hack qui me semble très facile à hacker justement. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ. Je meurs de chaud. Je vais aller me rafraîchir et rouler les dés. Au revoir.